Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. Où en est-on? Chapitre 1. Introduction sur l'évolution de l'idée de décentralisation dans l'histoire récente des idées politiques. Éric Demary. L'histoire de la décentralisation dans l'histoire des idées politiques en France est récente. Le terme même de décentralisation n'apparaît qu'en 1829 comme une conséquence plutôt tardive de celui de centralisation, qui entre dans le vocabulaire avec la Convention en 1794. Perçu parfois au regard d'une société stato-centrée, telle que la France comme une gageure ou bien ressentie comme un danger, dès lors que son envers, la centralisation, est censé avoir assuré l'unité du pays, la décentralisation paraît aujourd'hui triompher et cela au sein même de notre Constitution. Nombre d'auteurs considèrent cependant qu'au-delà du texte pourtant manifeste du législateur constitutionnel, proclamant depuis peu, 2003, que l'organisation de la République est décentralisée, la part du symbolique l'emporte sur le juridique. Comment expliquer une telle réserve? Une des réponses à cette question que nous nous proposons ici d'envisager réside sans doute dans l'approximation traditionnelle du discours décentralisateur, discours qui, comme le souligne la belle formule de François Burdeau, s'avère plus sonore que clair. Les prises de position en faveur de la décentralisation sont en effet aussi fortes que diverses voire polysémiques. Se succèdent ou se côtoient ainsi depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours une anti-uniformisation, un régionalisme conçu comme une nouvelle version du provincialisme, un néocorporatisme, un discours d'opposition, un moyen d'atteindre l'anarchie, voire dans un passé tout proche depuis 1982 une version dite moderne de l'État unitaire, cette fois appropriée par une majorité politique. Dans le camp décentralisateur se retrouvent par exemple des auteurs plutôt dissemblables, Constant, Proudhon, Lecomte de Chambord, ou qui se contredisent fort abruptement, Maurras, De Gaulle. De tels points de vue, s'ils contrastent avec la limpidité du discours centralisateur traditionnel, conduisent à une évolution de la notion même de décentralisation. Volontiers considérée comme le contraire, voire l'adversaire de la centralisation, la décentralisation tente malgré tout d'échapper à une définition négative qui la réduirait au mieux à une sorte de décolonisation intérieure de la France, un élément second de la centralisation ou à un recours contre celle-ci. Sans cependant accéder à une définition autonome, la décentralisation se dégage des cadres fixés par le vocabulaire politique originel. Elle s'efforce ce faisant de s'imposer comme une figure militante, volontariste, programmatique et somme toute symbolique de l'organisation politique du pays. Elle s'avère ainsi une constante positive du débat politique français, qui n'est pas encore en mesure de recueillir l'unanimité de 1. Une constante du débat politique français. Considérer le discours décentralisateur comme une constante du débat politique français déçoit sans doute les partisans des points de vue évolutionnistes comme les adeptes des césures chronologiques. Des repères s'estompent. L'apparition depuis 1829 de L', l'idée du mot même de décentralisation, le développement de la décentralisation administrative accompagnant sous la Troisième République les progrès des libertés locales, charte départementale, municipale, réforme de 1926 par exemple, le processus de constitutionnalisation de la décentralisation de 1958 à 2003, les progrès majeurs de la décentralisation depuis 1982, etc. Pour autant, si l'historicité du discours décentralisateur ne peut être remise en cause, la redondance et la rémanence de ce discours de l'entre-soi français demeurent frappantes. Jusqu'à former des sortes de passages obligés, un quasi-rituel, les thèmes évoqués par le discours décentralisateur deviennent des atavismes, un code, une espèce de mémoire réflexe qui semble conditionner leurs auteurs. Tout revient en effet à dresser, à l'antipode de la centralisation, deux perspectives. Celle d'une décentralisation gage, source caution peut-être, de pluralité, de diversité, voire d'identité, A, et celle d'une décentralisation promotrice de la réforme de l'État, B. À décentralisation et pluralité. S'il est impossible de prétendre à toute exhaustivité sur ce thème foisonnant, deux versions d'un même point de vue peuvent être ici avancées. La restitution de l'administration au pays et le droit à la diversité. La volonté de restituer l'administration au pays
mythique depuis l'anéantissement organique révolutionnaire, illustre ce courant provincialiste d'origine ultra-légitimiste qui jadis faisait dire à Joseph Fiévé « C'est par la province qu'il faut maintenir la monarchie ». De cette volonté fluctuant du corporatisme au néo-régionalisme promu par Vichy, et par-delà des courants aussi distincts que ceux initiés par la Tour du Pin, Demain, Le Play puis Taine et Barrès, ressort une sorte de naturalisme décentralisateur. L'on peut y voir un vitalisme construit à partir de racines plus présupposées que réelles et devant susciter, du moins selon les auteurs d'un tel discours, une empathie, à l'inverse bien évidemment des réactions provoquées par les monstres froids créés par la centralisation napoléonienne, les fameuses masses de granit. Dans un sens identique, même si cette fois le point de vue est récent et le vocabulaire neuf, le droit à la diversité sous l'étiquette de droit à la différence est rappelé. Il s'agit de disperser les affres d'autres présupposés, ceux des conséquences néfastes de la décentralisation, dans une perspective qui privilégie toujours le sensible, le naturel et l'affectif. En effet, ici la décentralisation ne peut être considérée comme la source d'affrontement des Frances, la condition d'un renouveau des privilèges comme d'un néo-féodalisme, ou le retour à une société de distinction. Mais au contraire comme une nouvelle mouture de l'aménagement du territoire, pensant et promouvant un espace local qui conjugue, on ne sait trop comment, décentralisation et unité, décentralisation et égalité, soit un tableau de la France cette fois moderne et inégale qui prendrait l'exact contre-pied de Michelet puisque l'histoire, en réalité cette mémoire réflexe que nous évoquions, ferait désormais renaître la géographie et les diversités qu'elle implique. Ce discours de fait ahistorique est relayé par celui qui consiste à faire de la décentralisation la promotrice d'un autre thème rémanent du discours politique français, celui de la réforme de l'État. B. Décentralisation et réforme de l'État. Il est symptomatique là encore que les modèles organicistes soient mis en exergue. Ils sont traditionnels et il faut se contenter d'exemples, celui de la décentralisation comme remède à l'hypertrophie de l'État, et celui de la décentralisation comme instrument d'humanisation de l'État. Doit-on s'étonner de la permanence de l'analogie forcée entre décentralisation et réforme de l'État ? Elle conjugue libéraux originels, Constant Tocqueville, gaullistes, du moins depuis 1968, voire socialistes après 1982. Les citations classiques sont éclairantes, qu'elles soient prudentes, l'effort multiséculaire de centralisation ne s'impose plus désormais, disait Charles de Gaulle à Lyon le 24 mars 1968, ou sans ambiguïté, des contre-pouvoirs organisés, un État décentralisé. Cependant, associé à la critique de la bureaucratie comme des effectifs considérés comme démesurés de la fonction publique, la décentralisation ressource de l'allègement de l'État paraît un peu dépassée ou pour le moins contradictoire. Décentraliser revient ici à humaniser l'État. Cette considération théorique est somme toute là encore peu dynamique. Le discours répète les exposés de la pensée contre-révolutionnaire, adaptés au schéma décentralisateur. Contre l'État-machine, rationaliste, produit des Lumières, il conviendrait de redonner vie au local par la décentralisation. Le local ne serait plus l'envers du national, donc la condition de la désunion. Il ne serait plus assimilé à un passé dégradé par la modernité. Ce point de vue va de pair mais plus tardivement avec le rejet de l'État macrocéphale, la relativisation de la capitale, la remise en cause des notions de périphérie, voire de circonscription, la négation obstinée depuis la Troisième République, du moins institutionnellement, du trop fameux désert français. Répétons-le, un tel discours privilégie encore les sensibilités et relève d'une histoire qui par-delà l'expertise, toute influente qu'elle puisse paraître, reste seconde par rapport à l'affect. Comment s'étonner que sur le même thème se fassent entendre au XIXe siècle sans dissonance les résonances libertaires ou mutuellistes d'un Proudhon, ainsi que les prétentions des apologistes des corps intermédiaires. Et au XXe siècle tous ceux qui font de la décentralisation un moyen de rendre le pouvoir aux citoyens, belle affaire propice au slogan. Cette prédilection pour le sensible aux dépens du réel, pour la formule et le formulé, de manière on l'a vu plus sonore que claire, souligne non seulement le caractère approximatif, immature, inachevé, du discours décentralisateur, mais traduit une sorte d'autisme complaisant. Celui-ci consiste à faire porter la réflexion sur les spécificités nationales,
nos singularités qui à la mode de chez nous, nous invitent à seriner les tourments que nous posent nos modes d'organisation. À tel point que d'une part les repères académiques se dissolvent, comme celui par exemple de la distinction entre décentralisation administrative et décentralisation politique qui ne serait plus de mise, et que d'autre part, et c'est plus grave, nous ne sommes pas à même ou si peu d'évoquer d'autres approches comme celle par exemple de von Hayek, Polanyi et Popper sur les modes d'organisation polycentriques. Est-il donc surprenant que le discours décentralisateur entretienne obstinément des mythes ? L'antienne, absurde, du centralisme jacobin, la pseudo-monstruosité du fédéralisme départemental, la fiction constitutionnelle enfin de l'organisation décentralisée ? La rémanence des critiques contre Paris, des caricatures sur notre environnement constitutionnel sont-elles déconcertantes ? L'approximation nourrit le fantasme et contribue à placer le discours dans un contexte polémique qui, loin de l'élever à une équipolence, le dégrade. 2. Une absence d'unanimité. Le discours décentralisateur fait débat. Il est donc naturel que celui-ci ne recueille pas l'unanimité. Ce débat demeure-t-il un débat d'idées ? Sans doute, puisque le thème de la décentralisation qui superficiellement pourrait paraître éculé demeure une constante de nos préoccupations nationales. Quel est donc par conséquent aujourd'hui le moteur d'une telle obstination dans la redondance ? La volonté de dissiper le flou, l'approximation, les contradictions surtout de ce discours ? François Burdeau faisait remarquer que la décentralisation a été historiquement envisagée comme un remède miracle, une potion magique, une idole. Et à propos de cette idole, il notait « C'est une chapelle et non une église qui la révéra ». Attachons-nous à montrer les efforts de cette chapelle ou plutôt de ces chapelles pour conserver au discours décentralisateur sa fonction militante et volontariste. À cette fin l'on se contentera d'un seul exemple, celui du débat parlementaire à propos du projet de loi constitutionnelle de 2003 que nous évoquons à nouveau A, et que nous commentons très brièvement, B. A. Le débat parlementaire. Même si l'on se doit se borner à un mince florilège, il est frappant de constater qu'en 2003 les arguments proposés demeurent peu imaginatifs. À l'Assemblée nationale du côté de l'opposition de l'époque, deux raisonnements prédominent. D'une part l'élévation d'un mode d'organisation décentralisé au rang de principe fondamental de la République n'est pas légitime. D'autre part ce mode d'organisation porte atteinte à l'unité nationale. Le premier point de vue est exprimé par exemple par la voix de M. Arnaud Montebourg. Élever au rang de principe fondamental un mode d'organisation, qui n'en est pas un par sa nature même, affaiblit les principes qui fondent le pacte républicain. Le groupe socialiste est radicalement opposé à cette absence de hiérarchie entre les grands principes et un mode d'organisation qui ouvrirait la voie à un parlementarisme local. Dans le même sens, M. Jean-Jacques Ayran à propos de l'avis du Conseil d'État contestant l'inscription de la décentralisation au sein de l'article 1er de la Constitution indique « Le Conseil d'État estime en effet qu'il s'agit d'une modalité d'organisation qui n'est pas du même ordre que les principes de la République indivisible, laïque, démocratique et sociale 20. Le second point de vue est plus global. Toujours à propos de l'article 1er, Madame Ségolène Royal affirme « Cet article contredit les principes fondamentaux d'égalité et d'indivisibilité de la République. C'est interdire au Conseil constitutionnel au maintien d'une France aux 1000 visages mais unie et solidaire. » De son côté, M. André Chassaigne souligne les graves risques pour le caractère unitaire et solidaire de la République. B. Commentaire du débat. De tels propos ne relèvent aucunement de simples obstructions parlementaires pour les uns, ou d'une quelconque exagération pour d'autres. En réalité, l'idée de décentralisation demeure engagée dans une voie militante, où le politique se surinvestit. Les mêmes spectres demeurent, la désunion, les privilèges. L'instrumentalisation de la décentralisation administrative, une réalité érigée en principe, se perpétue. La part du symbolique prédomine. La proposition de M. Poncelet qui sera rejetée dans l'article 72 semble ainsi déchue. Les considérations esthétiques, qu'elles servent ou desservent le législateur constitutionnel, s'autolégitiment. Le discours décentralisateur réveille des inquiétudes, des divisions historiques assoupies considérées comme latentes. Pour le chercheur qui en aucune manière ne néglige l'importance des symboles,
il apparaît tout de même qu'il existe aujourd'hui un profond décalage entre la routine des argumentaires en faveur ou en défaveur de la décentralisation et les ambitions des auteurs de ces argumentaires. Le politique ne se trompe-t-il pas ici de centre et par conséquent d'époque ? En n'adaptant pas le discours décentralisateur à une réalité qui peu ou prou relativise l'État-nation traditionnel, en ignorant les déplacements des centres politiques, que ceux-ci heurtent ou non les sensibilités nationales, ne prend-on pas le risque d'affaiblir encore une idée, un discours enfermé dans une histoire trop récente et trop discordante ? Il serait alors assez piquant de constater que plus on érige la décentralisation au rang de symbole, plus on éloigne ce symbole de sa vocation. Pour servir l'idée de décentralisation, celle-ci n'aurait sans doute nul besoin de chapelle ou d'affectivité mais plutôt d'une église, de prêtres et d'un dogme solide. Chapitre 2. Quelle méthode pour lire la réforme de la décentralisation ? Marc-René Bell. Cette communication se bornera à mettre en relief les conditions de mise en œuvre de la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, LRL, l'acte 2 de la décentralisation, à l'aune de l'expérience du rédacteur de ces lignes au sein de la Direction générale des collectivités locales, DGCL. Il existe bien sûr plusieurs manières de lire cette réforme. Sous le prisme politique, on s'attarde sur les incertitudes financières des transferts de compétences, les polémiques nées du transfert des TOS, personnel technicien, ouvrier et de services, la tension observée entre les élus, notamment régionaux et l'État à la suite de la victoire de la gauche aux élections régionales en mars 2004. Sous l'angle institutionnel, on s'attache à souligner le renouveau annoncé puis relativisé de l'échelon régional, ou en contrepoint, le sursaut inattendu du département. Ou encore la quête inassouvie du positionnement du niveau intercommunal. Vue du praticien, la grille de lecture centrale, comme l'a bien perçu une partie de la doctrine, de la mise en œuvre de l'acte 2 de la décentralisation réside dans l'intensité du recours aux outils de négociation et de consultation. Cet esprit de concertation s'est décliné de manière contrastée selon les secteurs. Dans le domaine financier, la Commission consultative sur l'évaluation des charges, CCEC, s'est réellement imposée comme l'instance de régulation des transferts de compétences, I. Dans un climat plus tendu, le même pragmatisme a prévalu sur les conditions de transfert des personnels de l'État aux collectivités territoriales, 2. En revanche, dans le champ social, la mise en œuvre de la décentralisation a été davantage marquée par l'instabilité, 3. 1. Dans le domaine financier, la CCEC s'est imposée comme l'instance de régulation des transferts de compétences. La question de la neutralité financière des transferts de compétences a fait l'objet de polémiques politiques intenses lors de la précédente législature. Toutefois, la CCEC a fini par s'imposer comme l'instance de régulation des transferts de compétences grâce à son pluralisme, son mode de fonctionnement, sa capacité à garantir la neutralité des transferts et son pragmatisme. D'abord par sa composition pluraliste et son mode de fonctionnement. Formation restreinte du Comité des finances locales, CFL, la CCEC tient d'abord sa légitimité de sa composition paritaire. Elle comprend pour moitié des élus locaux et pour l'autre moitié des représentants de l'administration. La parité élue y est particulièrement active. Par exemple présidée par un magistrat financier, elle l'a été jusqu'en mars 2007 par un élu aguerri aux finances locales, Jean-Pierre Fourcade, sénateur des Hauts-de-Seine, ancien ministre des Finances sous la présidence Giscard d'Estaing mais aussi fort de son expérience de président du Comité des finances locales pendant près de 25 ans. Nombre de ses membres se signalent par leur expertise reconnue dans le domaine des finances locales. Ainsi Michel Charasse fut ministre du Budget, Philippe Laurent, maire de Sceaux, président de la Commission des finances de l'Association des maires de France et financiers de profession, Marc Sancy, maire de Rodez et président de l'Association des communautés de France, ADCF. Le secrétariat de la CCEC est assuré par le Bureau du financement des transferts de compétences de la DGCL, bureau rompu à la technique des transferts de compétences depuis l'acte I de la décentralisation et au pilotage interministériel. Au travers de son mode de fonctionnement, également, la CCEC a pu instruire, avec professionnalisme, les dossiers qui lui étaient soumis pour avis.
La préparation d'un dossier présenté à la Commission débute par une ou des réunions interservices, présidées par le sous-directeur des finances locales et de l'action économique de la DGCL avec ses homologues des ministères décentralisateurs pour définir les points éventuels à arbitrer. Des contacts sont pris avec les équipes des associations d'élus, Association des régions de France SARF, Assemblée des départements de France ADF. Une réunion interministérielle est organisée par le cabinet du Premier ministre, un peu plus de 15 jours avant la réunion de la Commission, destinée à arrêter le dossier de séance, les positions de l'État et les modalités éventuelles de la négociation en séance. Juste avant la séance de la CCEC, le directeur général des collectivités locales tient une ultime réunion avec les directeurs d'administration centrale concernés afin de caler les positions de l'administration et répartir les tâches et les interventions. Dès sa première séance, la Commission a adopté le principe de la division de ses travaux en 2 phases. La première phase est constituée d'un débat général sur la problématique du transfert examiné. Une photographie du transfert en cause est opérée. Le dossier rappelle l'état du droit et précise les modalités de mise en œuvre du transfert et les éléments permettant le calcul de la compensation. Le point est fait sur les difficultés éventuelles de mise en œuvre du dit transfert. Lors de la seconde phase, le projet d'arrêté de compensation est présenté qui décrit les modalités de mise en œuvre du transfert et les règles de calcul de la compensation. B. Ensuite par son rôle de garante de la neutralité des transferts de compétences. La Commission veille au respect des 3 principes cardinaux destinés à assurer la neutralité des transferts de compétences, tant sur le budget de l'État que sur celui des collectivités. Premier principe, la compensation doit être intégrale. Les ressources transférées doivent être équivalentes aux dépenses exposées par l'État, au titre de la compétence transférée. Toutes les dépenses, directes et indirectes, doivent être prises en compte. Deuxième principe, la compensation doit être concomitant. Tout accroissement de charges résultant du transfert de compétences doit être accompagné du transfert concomitant des ressources nécessaires à l'exercice de ces compétences. Ainsi, l'année précédant le transfert, les ministères décentralisateurs procèdent à l'évaluation provisoire des dépenses qu'ils consacraient jusqu'alors à l'exercice des compétences transférées. Le montant correspondant permet ainsi de prendre, en loi de finances, les dispositions nécessaires à la compensation provisionnelle des charges nouvelles. Une fois les données définitives connues, il est procédé aux régularisations qui s'imposent, en loi de finances initiale et rectificative, afin que la compensation soit intégrale. Troisième principe, la compensation doit être conforme à la règle de l'autonomie financière. La compensation doit s'opérer, à titre principal, par l'attribution de ressources fiscales. C'est ainsi que la loi de finances initiale pour 2007 prévoit d'attribuer aux régions un montant de 2,3 milliards d'euros de TIP et aux départements 1,2 milliard d'euros de TCSA. Au total, et toutes collectivités confondues, ces ressources fiscales représentent 95% des ressources transférées. Depuis sa mise en place en mars 2005, la Commission s'est réunie à 20 reprises et a examiné 33 arrêtés de compensation. Les charges transférées s'établissent, au titre de 2005, 2006 et 2007, à 3,7 milliards d'euros. Elle les a tous approuvés, à l'exception de celui concernant le montant du droit à compensation des collectivités membres du STIF, et de ceux concernant la compensation du transfert des emplois aidés de l'Éducation nationale. C'est enfin par son pragmatisme. Privilégiant la négociation, la parité élue de la CCEC a su enfin obtenir du gouvernement des mesures favorables, allant au-delà des dispositions légales. Elle a procédé de 2 manières, d'abord en obtenant des crédits allant au-delà du droit strict à compensation, ensuite en suscitant des expertises en cas de difficulté d'appréciation dans les méthodes d'évaluation. 1. Les dérogations à la loi du 13 août 2004. Le droit applicable. L'évaluation et la compensation des charges transférées s'effectuent conformément aux dispositions prévues par les articles 119 à 121 de la loi du 13 août 2004, soit selon les modalités suivantes. Sur la base de la moyenne actualisée des dépenses de fonctionnement de l'État exécutées, les 3 années précédant le transfert. Sur la base de la moyenne actualisée des dépenses d'investissement,
selon le nombre d'années précédant le transfert à prendre en considération, 10 ans sauf pour les routes, 5 ans. Les dérogations accordées. Dans certains cas, le gouvernement a accepté de déroger à l'article 119 de la loi du 13 août 2004, en calculant le droit à compensation au regard des dépenses réalisées par l'État au cours de la dernière année précédant le transfert. Il en fut ainsi pour le Fonds de solidarité logement FSL, 81,8 millions d'euros contre 76,1 millions d'euros soit plus 5,6 millions d'euros, les formations sociales, 134,4 millions d'euros contre 123,2 millions d'euros soit plus 11,2 millions d'euros, les formations sanitaires, 535,9 millions d'euros contre 428,2 millions d'euros soit plus 107,6 millions d'euros, les bourses sociales, 20,9 millions d'euros contre 18,032 millions d'euros soit plus 2,8 millions d'euros, les bourses sanitaires, 63,089 millions d'euros contre 59,32 millions d'euros soit plus 3,769 millions d'euros, et le forfait d'externat, 252 millions d'euros contre 251,4 millions d'euros. En outre, pour les centres locaux d'information et de coordination, CLIC, le gouvernement a accepté d'intégrer dans les dépenses 2004 les dépenses financées via le Fonds de modernisation de l'aide à domicile, soit un droit à compensation de 17,2 millions d'euros au lieu de 10,0 millions d'euros soit plus 7,2 millions d'euros. Pour le STIF, la région Île-de-France souhaitait que fussent compensés, pour un montant total avoisinant 50 millions d'euros, les coûts induits par la carte Solidarité Transport, l'extension de l'offre de nuit, le lundi de Pentecôte et la suppression de l'abattement fiscal de 20% sur les salaires des conducteurs du réseau Optile. Une mission d'inspection a estimé que seules les 2 premières des mesures envisagées pouvaient justifier en opportunité une compensation complémentaire d'un montant total de 18,9 millions d'euros. Par arbitrage du Premier ministre, le montant du droit à compensation des collectivités membres du STIF a été abondé de plus 18,9 millions d'euros. Au total, par rapport à un droit à compensation théorique, calculé sur la base de l'article 119 de la LRL, l'État a été amené à faire un effort supplémentaire de 157,755 millions d'euros. 2. Les demandes d'expertise. Les blocages sur les modalités d'évaluation des compétences transférées ont été également surmontés par le recours sollicité par la CCEC à des missions d'expertise confiées à des corps de contrôle et acceptées par le gouvernement. 5 missions d'inspection ont été diligentées dans les domaines suivants. La réfaction a opéré sur la dotation globale de fonctionnement, DGF, des départements en application de l'article 71 de la loi du 13 août 2004 portant recentralisation de certaines compétences de prévention sanitaire. La compensation du transfert du STIF. Certaines questions concernant le transfert aux collectivités locales des personnels des DDE intervenant dans le domaine des routes. La compensation du transfert des bourses et des formations sanitaires. La compensation financière du transfert des personnes relevant du ministère des Affaires sociales, agents de contrôle du RMI, ou de l'équipement, agents suivant la gestion du Fonds de solidarité logement. Les mêmes méthodes ont été suivies en matière de transfert des personnels. 2. Le même pragmatisme a prévalu dans le processus de transfert des personnels. Dans un contexte polémique, le transfert des personnels est devenu une réalité. Sa mise en œuvre a été facilitée par une certaine volonté de souplesse pour fluidifier le processus, et le rôle modérateur joué par les instances de consultation. À difficulté et succès de la décentralisation des personnels. Les transferts de personnel ont suscité de nombreuses oppositions administratives, syndicales et politiques. La doctrine a relevé de son côté que derrière la volonté de souplesse marquée par le système de convention entre l'État et les collectivités locales, art. 104 à 108 de la LRL, l'État reprenait la main par la voie d'actes unilatéraux, art. 104 IV de la même loi. À défaut de convention locale, l'article 104 IV de la LRL prévoit que des arrêtés interministériels, après avis de la Commission nationale de conciliation, constatent la liste des services et parties de services mis à disposition. Il est vrai que peu de conventions furent signées dans les délais,
59 conseils généraux et 11 régions avaient signé à la date butoir. D'autres problèmes de fond surgirent par la création de positions statutaires sui generis. Il en fut ainsi de la mise à disposition spécifique, ou du détachement sans limitation de durée. Pour autant, les mécanismes de transfert ont fonctionné. La phase de mise à disposition des personnels TOS, concrétisée en 2005 par l'adoption de conventions et d'arrêtés interministériels de mise à disposition, a pris fin avec la mise en œuvre de l'exercice individuel du droit d'option. En effet, depuis la publication, le 27 novembre 2005, du décret fixant les transferts définitifs des services du ministère de l'Éducation nationale, les personnels TOS disposent de 2 ans pour choisir entre l'intégration dans la fonction publique territoriale ou le détachement sans limitation de durée dans cette dernière, en conservant le statut d'agent de l'État. L'exercice du droit d'option par les personnels TOS titulaires a connu un réel succès durant le premier semestre 2006. Au 31 août 2006, sur les 89 627 bénéficiaires du droit d'option pour l'éducation nationale, 45 031 TOS, soit plus de 50% des apostrophes. Entre eux, ont fait connaître leur choix. Les 3/4, soit 34 101 agents, ont choisi d'intégrer la fonction publique territoriale dès le 1er janvier 2007, les 11 930 restants ayant opté pour le détachement sans limitation de durée. Pour les DDE, les transferts sont également en bonne voie. Les décrets de transfert définitif des services du ministère de l'Équipement, en ce qui concerne les routes nationales et départementales, les ports départementaux maritimes et le Fonds de solidarité pour le logement, ont été publiés au Journal officiel du 7 novembre 2006. Les 35 000 agents concernés peuvent donc, depuis cette date et jusqu'au 6 novembre 2008, exercer leur droit d'option. B. Une certaine volonté de souplesse. Pour faciliter la mise en œuvre des transferts de personnel, l'administration et les représentants des élus ont eu recours à des expertises externes et à des modifications à la loi LRL. 1. Le recours à des expertises extérieures. Pour laisser le temps de mener une réflexion approfondie et concertée, la loi LRL a prévu à l'alinéa 1 de l'article 104 une disposition renvoyant l'examen de l'évolution des parcs de l'équipement à l'issue d'un rapport que le gouvernement devrait présenter au Parlement dans un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit au plus tard le 1er janvier 2008. Dans cet objectif, le ministre chargé des Transports a confié, en septembre 2004 à M. Jean Courtial, conseiller d'État, une mission de réflexion sur le fonctionnement et l'évolution des parcs, qui a rendu son rapport en janvier 2006. Afin de respecter le calendrier fixé par la LRL, le gouvernement a déposé auprès du Parlement son rapport sur l'évolution du parc en février 2007. Autre exemple, une mission conjointe de contrôle a été diligentée fin 2005, pour résoudre certaines questions posées par le transfert aux collectivités territoriales des personnels du ministère de l'Équipement. Cette mission, qui a rendu son rapport en février 2006, a permis de dégager un certain nombre de principes sur le décompte des emplois disparus et leurs compensations financières qui ont été mises en œuvre par la CCEC. 2. Les correctifs apportés à la loi LRL, pour fluidifier la mise en œuvre des transferts. Plusieurs dispositions législatives sont venues modifier la LRL, soit pour en préciser les conditions de mise en œuvre, soit pour faciliter un transfert, soit enfin pour réparer des omissions dans le texte initial. La détermination du calendrier d'entrée en vigueur du droit d'option a été prise dans la loi de finances initiale pour 2006. Un amendement gouvernemental à la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a permis de régler, s'agissant du droit d'option des personnels TOS de l'Éducation nationale, le cas des personnels en situation interruptive d'activité lors de la phase initiale de mise à disposition de la collectivité de leur service. Une mise à disposition de plein droit de la collectivité a été créée pour ceux qui réintégreront leurs fonctions avant le 27 novembre 2007. Dans les collectivités d'outre-mer qui avaient créé un syndicat mixte, région et département, les personnels de la DDE mis à la disposition de la collectivité sont mis à disposition de plein droit, tout en conservant leur droit d'option. Dans le domaine indemnitaire, une disposition a été instituée permettant le maintien des avantages acquis en matière indemnitaire au profit des fonctionnaires de l'État, mentionnée à l'article 109,
lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité d'accueil. La date limite d'entrée en vigueur des transferts de compétences en matière d'aérodromes civils d'intérêt régional ou local a été reportée, à la demande de la CCEC, du 1er janvier 2007 au 1er mars 2007 afin de prolonger la période de concertation. C'est le rôle modérateur des instances de consultation. La loi LRL a institué 2 instances de consultation. La Commission nationale de conciliation, CNC, et la Commission commune au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, CSFPE, et de la fonction publique territoriale, CSFPT de suivi des transferts. La Commission nationale de conciliation a pour objet d'émettre un avis motivé sur les projets d'arrêtés interministériels, pris par le ministre décentralisateur et le ministre délégué aux collectivités territoriales, établissant la liste des services qui sont pour l'exercice de leur mission, mis à disposition de l'exécutif de la collectivité. Cette commission est saisie toutes les fois qu'une convention n'a pu intervenir entre le préfet et l'exécutif de la collectivité pour établir cette liste dans le délai de 3 mois, à compter soit de la publication du décret approuvant une convention type, soit de la date du transfert de compétences lorsque celui-ci est postérieur au 1er janvier 2007. Présidée par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans la pratique par le directeur de la DGCL, elle comprend à parité un collège des élus, 12, représentants de l'État, 12. Son secrétariat est assuré par la DGCL. La CNC, depuis son installation, s'est réunie à 7 reprises. Elle a examiné 330 projets d'arrêtés de mise à disposition, notamment dans le domaine des personnels des DDE, routes, ports départementaux, des aérodromes, équipements FSL. Le gouvernement a répondu favorablement à certaines demandes formulées par les élus, telle est l'assistance des services académiques pour préparer les rentrées 2005 à 2006, la mise au point des actes de gestion par les services académiques, la faculté donnée aux collectivités de s'affilier volontairement à un centre de gestion pour les seuls personnels TOS qui leur seront transférés. La commission de suivi des transferts est une instance paritaire, composée de 20 représentants du CSFPT, soit 10 représentants des collectivités et 10 représentants d'organisations syndicales, et 20 représentants du CSFPE, 10 représentants de l'administration, 10 représentants d'organisations syndicales, 37. La commission a pour objectif d'assurer, dans la concertation, un suivi des transferts. Son secrétariat est assuré conjointement par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, DGAFP, et la DGCL. La commission exerce un rôle consultatif sur les projets de décret d'application de la LRL en matière de personnel. Elle a ainsi examiné les textes relatifs à la convention type de mise à disposition provisoire des services, la création d'emplois spécifiques, le régime du détachement sans limitation de durée, l'organisation des commissions tripartites locales. Elle dispose ensuite d'un pouvoir de proposition d'étude. Elle devra ainsi examiner le bilan des modalités de transfert de personnel. Elle peut être saisie de toute question relative aux conditions de transfert des personnels et à l'intégration des agents de l'État au sein de la fonction publique territoriale, ainsi que de toute question relative aux relations entre les 2 fonctions publiques. Ce dispositif conventionnel a certes marqué le pas, en contraignant le gouvernement à recourir massivement aux arrêtés interministériels de mise à disposition. Mais les interventions de la CNC et de la Commission commune de suivi des transferts ont atténué les conflits, compensant ainsi le risque de l'unilatéralisme étatique. Ce dispositif de concertation ne s'est pas retrouvé dans la décentralisation des compétences sociales. 3. Un processus de décentralisation plus instable dans le champ social. Malgré une certaine avancée institutionnelle, la décentralisation dans le champ social a été source d'incertitudes, contraignant à des ajustements financiers successifs et sans que les problèmes structurels soient réglés pour autant. À une avancée institutionnelle et des motifs d'inquiétude. 1. L'acte 2 de la décentralisation a permis de clarifier les responsabilités de chaque niveau de collectivité dans le champ social. Ainsi, la loi du 18 décembre 2003 sur le RMI a décentralisé au niveau des conseils généraux l'ensemble de la gestion et de la charge financière de l'allocation du RMI,
alors que prévalait jusqu'alors un système de copilotage État-département. La LRL a contribué aussi à clarifier les compétences. Toutes les attributions, auparavant dévolues aux préfets ou partagées entre les préfets et les départements ou les préfets et les régions, incombent désormais aux seuls présidents de conseils généraux ou aux seuls présidents de conseils régionaux. Pour les départements, les compétences transférées dans le champ social ont concerné le Fonds d'aide aux jeunes FAJ, la mise en œuvre de la politique en faveur des personnes âgées, le Fonds de solidarité pour le logement FSL. Pour les régions, les compétences ont concerné le bloc de compétences en matière de formation professionnelle, le financement des écoles de formation des travailleurs sociaux, le financement des écoles et instituts de formation des travailleurs sociaux, les aides aux étudiants des écoles de formation des professions paramédicales et de sages-femmes. Le département est devenu responsable de la nouvelle prestation de compensation des personnes handicapées, PCH, qui prend la suite de l'allocation compensatrice de tierces personnes, ACTP. 2. L'insuffisante compensation des transferts de compétences. Pour autant, l'exaspération des élus s'est cristallisée sur les secteurs social et sanitaire, donc hors du champ de la LRL, et qui ont dénoncé l'insuffisante compensation des transferts de compétences. Une forte contradiction se fit jour entre, d'un côté, un dispositif de compensation bien normé, avec un principe particulièrement protecteur des collectivités territoriales, et de l'autre, une mise en cause croissante des élus sur la sincérité de la compensation. Cette situation a tenu aux conséquences financières particulièrement lourdes des transferts de compétences issus du secteur social, et dont les modalités de compensation ne permettaient pas de couvrir la totalité de la dépense. Le transfert de l'APA, avec un taux de concours proche de 35% et une dépense qui a explosé, 1 855 millions d'euros en 2002, 3 209 et 3 658 millions d'euros en 2005, le transfert du RMI, avec des dépenses qui dépassent d'environ 870 millions d'euros le montant du droit à compensation pour L', année 2005 et pourrait être supérieur à 1 milliard pour 2006, et le transfert de la prestation de compensation du handicap, PCH, depuis le 1er janvier 2006. B. Contraignant à des ajustements financiers successifs. Les difficultés constatées dans la mise en œuvre des compensations financières ont contraint le gouvernement à ajuster en permanence les dispositifs de compensation. Le même scénario s'est vérifié pour l'APA et le RMI. 1. Le cas de l'allocation personnalisée d'autonomie. Dès sa création, l'APA a connu un rythme de demande très soutenu. Un an seulement après son entrée en vigueur, 605 000 personnes âgées en bénéficiaient déjà, soit 4 fois plus de bénéficiaires que la PSD, 143 000 bénéficiaires en 2001. Cette tendance s'est confirmée par la suite. Au 30 juin 2006, 971 000 personnes bénéficiaient de l'APA. Initialement, l'APA a bénéficié d'un mode de financement hybride, constitué de ressources locales et d'un concours national, avec une clé de répartition, non écrite, à hauteur de 2/3 du financement par les départements et 1/3 pour l'État. Estimé à 2,5 milliards d'euros pour les 2 années 2000 et 2002, le coût effectif de l'APA s'est établi respectivement à 1,855 milliards d'euros et 3,209 milliards. Pour pallier le besoin de financement de l'APA par les départements, un emprunt de 400 millions d'euros a été souscrit par l'État pour abonder le concours financier attribué aux départements. Ces incertitudes financières ont ensuite conduit à la création en 2004 de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, et à l'affectation au financement de l'APA d'une fraction du produit de la nouvelle contribution de solidarité, 20%, soit 399 millions d'euros. Pour limiter, pour les départements concernés, les diminutions du concours de l'État en 2001 et 2003, le principe d'un concours spécifique de 39,74 € a été décidé en juillet 2004. Ce concours spécifique a porté le concours global à 1 339 millions d'euros et le taux de couverture de la dépense APA par l'État à 36,9%. 2. Une dépense de RMI plus dynamique que la ressource. L'État s'était certes acquitté de ses obligations constitutionnelles et légales, lorsqu'avait été établi le montant de la compensation due au département en contrepartie du transfert du RMI.
Les départements ont toutefois été confrontés à des difficultés de nature financière et organisationnelle. Sur le plan financier, la difficulté rencontrée résulte de la divergence entre les évolutions respectives des charges et des recettes transférées. En effet, l'assiette de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, TIP, n'a progressé ni en 2004 ni en 2005 de sorte que le gouvernement fit jouer la garantie constitutionnelle permettant aux départements de bénéficier, en tout état de cause, d'une ressource au moins équivalente au droit à compensation. Cette garantie a joué à hauteur de 83 millions d'euros en 2004 et de 146 millions d'euros en 2005, afin que les départements bénéficient de 4,941 milliards d'euros de TIP. Parallèlement, les dépenses de RMI connurent un dynamisme marqué en 2004, plus 10% soit 457 millions d'euros de plus que la dépense 2003. Elles progressèrent quoique moins vite en 2005, plus 422 millions d'euros par rapport à 2004, et continuèrent à augmenter en 2006 à un rythme également moins soutenu. Plus 228 millions d'euros par rapport à 2005, soit plus 1107 millions d'euros par rapport à 2003. Ces difficultés afférentes au RMI n'étaient pas liées à un défaut de compensation, mais résultaient d'un effet de ciseau entre les dépenses transférées qui ont cru à un rythme élevé et les ressources de TIP allouées aux départements en compensation de ce transfert qui ont progressé à un rythme plus faible. Afin de répondre à cet effet de ciseau, les gouvernements Raffarin et Villepin ont pris 4 séries de mesures exceptionnelles. Pour tenir compte de la croissance des dépenses de RMI en 2004, le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, a décidé du principe d'une subvention exceptionnelle de 457 millions d'euros afin que, pour la première année du transfert, le total des ressources soit égal aux dépenses effectivement supportées par les départements. Ensuite, le gouvernement Villepin a accepté, lors du débat sur la loi de finances pour 2006, la création pour 2 ans d'un fonds de mobilisation pour l'insertion, FMDI, doté de 100 millions d'euros en 2006 et de 80 millions d'euros en 2007, le 9 février 2006, à l'issue d'une réunion avec Assemblée des départements de France, le Premier ministre a décidé une amélioration du dispositif sur 2 points. Le FMDI est porté sur 3 ans et non plus sur 2 ans, 2006 à 2008, et le fonds dispose annuellement de ressources qui quintuplent, atteignant donc 500 millions d'euros. Au total, en tenant compte de l'abondement pour 2004 de 457 millions d'euros, ce sont près de 2 milliards d'euros supplémentaires qui auront été dégagés pour financer les dépenses. Ces ajustements successifs ont permis de faire en sorte que le droit à compensation couvre 100% de la dépense réelle de RMI en 2004, et non plus 92%, et 93,5% de la dépense en 2005, et non plus 85%. Dernière mesure pour pallier les difficultés de trésorerie occasionnées au département par irrégularité du versement de la recette de TIP. La loi de finances pour 2006 a mensualisé les versements de TIP. Des difficultés de nature organisationnelle sont apparues. Le RMI est en bout de chaîne des minima sociaux. Toute mesure relative au traitement du chômage. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.